Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. On les offre pour les petites et les grandes occasions. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs et elles viennent parfois de très loin. Les fleurs. Un cadeau sentimental, mais aussi un business colossal pour les pays bien positionnés sur le marché des fleurs coupées. Un marché occupé essentiellement par les Pays-Bas, 52% de part de marché, la Colombie 15%, l'Équateur 9%, mais aussi le Kenya 7% et l'Éthiopie 2%, un marché qui pèserait 50 milliards d'euros. Au sommaire ce soir, enquête sur le business des fleurs en Côte d'Ivoire. Le pays était classé dans les années 2000 parmi les premiers exportateurs de fleurs au monde. Aujourd'hui, le business est plus compliqué pour les horticulteurs réunis pour la plupart à Azaguié, des horticulteurs qui peinent à exporter et qui font face à la concurrence des fleurs importées, parmi lesquelles les roses. Des roses omniprésentes dans le pays où nous vous emmenons, le Kenya, l'un des leaders mondiaux dans la production et l'exportation de la fleur de l'amour. Nous avons passé 48 heures en immersion chez Redland Roses, l'une des 150 fermes horticoles du pays, à la veille de la fête des mères. Cueillette, emballage, expédition, vous verrez que dans la rose, tout est question d'organisation et de timing. Fleurs locales ou fleurs importées, quel est votre choix au moment d'offrir un bouquet? Une question de goût, me direz-vous. Nous allons vous montrer comment travaillent les horticulteurs en Côte d'Ivoire, les défis auxquels ils font face, les revenus qu'ils génèrent. Des horticulteurs qui exportent en Europe ou qui vendent sur le marché local auprès de fleuristes. Des fleuristes qui, vous allez voir, réalisent le plus gros de leur business grâce aux fleurs importées. À chacun son bouquet, un reportage de Yao Sansan, Gisela Mendonça et Oscar Noël Sangan. Abidjan, quartier de zone 4. Dans cette boutique, des roses sont emballées, puis transportées avec soin dans une voiture climatisée. Toute cette attention pour le bonheur d'une femme. Merci. Ok, ça pour vous. Oh, merci. Surprise, mais aussi heureuse de découvrir qui est l'auteur de ce geste. C'est mon amoureux qui m'a envoyé ces roses. Et c'est toujours un plaisir de recevoir ces belles roses. Ça égaye, ça a tout un symbole. Tout un symbole. Il y a l'amour, il y a la sincérité, il y a les roses, c'est la joie. Merci. Offrir des fleurs, vous l'avez peut-être déjà fait. Une pratique qui date de l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable phénomène mondial. Saint-Valentin, fête des mères, anniversaire, mariage et même funérailles. Les fleurs sont partout, à tel point qu'elles font l'objet d'un gigantesque business. Le leader de ce marché est un pays européen, les Pays-Bas. Le pays produit 1,7 milliard de fleurs coupées par an, soit environ 60% du commerce mondial des fleurs. La Côte d'Ivoire a longtemps joué les premiers rôles dans ce business. Le pays a même été classé parmi les premiers exportateurs de fleurs au monde. Mais c'était dans les années 2000, bien avant les crises sociopolitiques qui ont fait fuir les clients. Aujourd'hui, les horticulteurs peinent à exporter, tandis que d'autres producteurs mieux structurés ont su maintenir leur position sur ce marché de l'export. Quand ils n'exportent pas, c'est sur le marché ivoirien que se tournent les horticulteurs locaux. Face à eux, la concurrence des fleurs importées, très plébiscitée par les Ivoiriens. Enquête dans l'univers coloré et parfumé des fleurs, en Côte d'Ivoire. Direction Azaguié, à près de 40 km d'Abidjan. Ici, c'est la capitale par excellence des fleurs. On y trouve la plus importante communauté d'horticulteurs en Côte d'Ivoire. Tous plébiscitent ces terres fertiles. Parmi eux, Drissa, horticulteur depuis plus de 30 ans. Moi, j'ai une superficie de 2,5. Et puis, j'ai beaucoup de variétés. J'ai les cordylines, rouges, comme je vous ai montré ça. Et puis le vert, où vous voyez mon frère là-bas, c'est même cordyline qui est vert. Il y a son rouge, il y a son vert. Après ça, j'ai le washingtonien qui est là. La plante là, ça s'appelle washingtonien. Après ça,
on a les Zimulus. Mais à Abidjan, vous allez arriver, on va vous dire bec de perroquet. Il serait aujourd'hui une centaine de producteurs de fleurs à Azaguié, contre le double il y a une vingtaine d'années. Beaucoup ont abandonné les fleurs pour d'autres cultures. Principale raison, l'horticulture est moins rentable qu'auparavant. Drissa a la nostalgie de cette époque en or. On prend de 1988 ou bien 89 à 2000. Ça marchait. Très bien. C'était l'âge d'or. Oui, ça c'était bon. On faisait bien l'export même. En 2005, ça a été le paquet. Parce que le paquet, quand je dis le paquet, la Côte d'Ivoire a exporté beaucoup de fleurs. Et la Côte d'Ivoire a pris la 2e place mondiale. Wow. Et la 1re place africaine en export. Malheureusement, c'est le 26 novembre 2006 où la Côte d'Ivoire est replongée dans la crise. Depuis ces crises, les clients à l'étranger se font plus rares. Drissa ne fournit à ce jour que 2 clients en Europe contre une dizaine auparavant. Ces derniers se sont tournés vers d'autres pays d'Amérique du Sud, comme la Colombie. Peu de clients et pourtant la production est bien au rendez-vous. En horticulture, on récolte tous les jours. Dans le business des fleurs, les fleurs poussent à tout moment. Et on coupe ce qui est à maturité. Donc ce qu'on prend comme ça c'est à maturité. Mais vous voyez qu'on va trouver que ceux qui ne sont pas à maturité, nous on ne les prend pas. Et si on prend ça aujourd'hui, peut-être demain, après-demain, il y a d'autres qui sont à maturité. La semaine prochaine, il y a d'autres. C'est pour cela que les fleurs, chaque jour, il y en a, dès qu'ils commencent la production. C'est un business qui peut donner plus d'argent si on a de bons partenaires. Une fois récoltées, les fleurs sont acheminées sur le site de conditionnement, où les attendent une 50aine d'employés. Elles sont ici ajustées à une taille précise, d'où leur appellation de fleurs coupées. Ensuite, lavées et conditionnées à destination de la plaque tournante du marché mondial des fleurs, les Pays-Bas. Problème, les fleurs sont périssables. Elles ont une durée de vie de 21 jours. Elles sont exportées par avion. D'ici 2 à 3 jours, elles arriveront chez les clients finaux, des fleuristes. Chaque minute compte. Effectivement, l'export est très difficile parce que c'est de la plantation qu'on met au champ de conditionnement pour laver. Et en même temps, il faut que ça va à l'aéroport. En export, il faut l'air. Et la distance, c'est pour cela qu'Azaguié est mieux placé. Parce que s'il n'y a pas d'embouteillage à 30 minutes ou bien 45 minutes, on est déjà à l'aéroport. Le moindre problème sur le chemin, c'est du stock perdu. Si l'exportation des fleurs peut sembler un business risqué, c'est une véritable poule aux œufs d'or pour ces producteurs, quand les clients sont au rendez-vous. Dans ce carton, il y a 30 tiges de fleurs. Mais si on le vend à Abidjan, les 30 tiges vont nous faire à 1500. Mais si on va à l'export, il faut multiplier par au moins 4 fois, 5 fois par exemple. Ça rapporte plus. Ça rapporte plus à l'export. Des fleurs banales et peu chères pour le marché ivoirien, mais des fleurs rares et précieuses pour le marché européen. Les producteurs gagnent aujourd'hui entre 100 000 et 200 000 francs CFA par mois, bien en deçà des salaires des années 2000, où ils pouvaient gagner jusqu'à 1 million de francs CFA par mois. Pour renouer avec l'âge d'or, Drissa et les producteurs d'Azaguié n'ont qu'un seul rêve, reconquérir, année après année, le marché européen. Un marché que d'autres producteurs locaux sont parvenus à séduire, mais avec d'autres types de fleurs. Bingerville, dans la localité d'Eloka. Bienvenue chez Ivoire Fleurs, une entreprise de production de fleurs créée il y a plus de 40 ans. Près de 80 employés, des installations modernes et parmi les jeunes plants, une star, le gardénia. Je vous présente ici 2 plants de gardénia. Ce sont des plantes qui sont produites à Ivoire Fleurs depuis très longtemps. C'est la spécialité d'Ivoire Fleurs.
Ces plantes vont être exportées d'ici une semaine à peu près. Ce sont des jeunes plants parce que ces plants nécessitent encore une croissance chez le producteur, notamment en Hollande, pendant encore quelques mois. Et quand les plantes auront leurs boutons floraux, prêts à éclore, ces plantes vont être commercialisées par ces opérateurs dans les grandes enseignes de la distribution en Europe. Si les fleurs coupées d'Azaguier partent à l'export, déjà prêtes à la vente, ces gardénias vont être envoyées chez des producteurs européens pour poursuivre leur développement. C'est pourquoi elles font l'objet de toutes les attentions. Un petit symptôme là, t'as vu? Symptôme de trips. Car si ces plants sont infectés par des bactéries ou des insectes, ils peuvent contaminer les champs des clients d'Ivoire Fleur en Europe. Un scénario catastrophe avec de nombreux risques à la clé. Risque de destruction de votre cargaison. Ensuite, le risque de perte de confiance de votre client. Si votre client, lui, attend vos plants, qu'il est pris par un contrat avec la grande distribution, il doit livrer tant chaque semaine, les plants n'arrivent pas, sont détruits. Il va se rabattre contre vous, si vous voulez, il va se retourner contre vous pour avoir des dédommagements, donc risque financier. L'autre risque, le plus important pour le patron d'Ivoire Fleur, c'est de perdre sa certification. Sans elle, impossible d'exporter chez ses partenaires en Europe. Le précieux sésame est délivré par un organisme européen appelé le MPS. Le MPS ABC va vous juger sur l'impact qu'ont les applications de pesticides que vous utilisez. Et donc vous allez avoir une note, plus vous êtes proche de 100 et meilleur vous serez. Alors nous avons la chance d'être en A, c'est-à-dire avec 82,9 points sur 100, ce qui est plutôt pas mal. Il y a aussi 180 critères de bonnes pratiques agricoles à respecter. Mais sur le marché européen, être certifié ne suffit pas. Il faut aussi avoir des entrées, travailler avec des négociants en mesure de dénicher des clients en Europe. C'est le cas d'Ivoire Fleur, qui reçoit régulièrement des commandes importantes comme celle-ci, à destination des Pays-Bas. Nous avons des contrats, c'est-à-dire qu'on travaille sur des programmes de livraison, semaine par semaine. On sait combien on doit faire. Par exemple, ce plan-là, on en vend à peu près 500 000 à 600 000 par an. 600 000 plants vendus l'année, à raison de 600 francs CFA le plan, Ivoire Fleur atteindrait un chiffre d'affaires annuel de 360 millions de francs CFA seulement sur le gardénia. Il faut ajouter à cela 5 autres variétés de plantes d'exportation. Et ce n'est pas tout. L'entreprise réalise également du chiffre d'affaires sur le marché local. Sur ce marché local, les premières cibles de Vincent, ce sont les magasins de fleurs installés dans les quartiers chics de la capitale. Un exemple de fleurs que nous vendons sur le marché local, c'est du chrysanthème. Nous sommes les seuls à produire du chrysanthème ici en Côte d'Ivoire. C'est un marché important pour nous. Il représente, bon an mal an, 20 à 30% de notre chiffre d'affaires annuel. Retour au magasin du quartier de zone 4. Ce jour-là, arrive un employé d'Ivoire Fleur. Il vient livrer des marguerites de différentes couleurs. Des fleurs commandées par la patronne de ce magasin. Bonjour monsieur Oumar, comment ça va? Merci beaucoup. Okay. La facture du 5 chrysanthèmes qui vous fait 20 000 francs. Ok. Elle s'approvisionne localement aussi auprès des horticulteurs d'Azaguier. Le local représente 40% de ses commandes. Le reste est importé, et pour cause. On prend des fleurs importées parce que la demande du client local veut les fleurs importées. Donc en Europe, les gens demandent des fleurs exotiques. Mais en Afrique, vu qu'on a les fleurs exotiques, on demande les fleurs européennes. C'est assez paradoxal. Mais en fait, oui, c'est tout. Quand on n'a pas quelque chose, tout ce qui est absent est convoité. Viens, on va choisir les couleurs ensemble. Les Ivoiriens boutent donc les fleurs locales exotiques au profit des fleurs importées. C'est dans cette chambre froide que les fleurs sont conservées, un équipement indispensable pour tous les magasins de fleurs. Alors, la chambre froide tourne 24 heures sur 24
aucune rupture. Donc il faut toujours faire l'entretien et tout ça. C'est une grosse part d'électricité, hein, parce que c'est beaucoup plus coûteux qu'un climatiseur. Une chambre froide comme celle-là, elle fait à peu près 2,5 sur 2,5. Il faut compter 10 à 12 millions. Dans cette chambre froide, les fleurs ne peuvent survivre que 10 jours. Si la boutique ne reçoit pas de commandes sur cette période, les fleurs périront. Ces pertes représentent 15% des stocks. Pour les réduire, la patronne des lieux commande des petites quantités de fleurs, à l'exception de quelques moments forts dans l'année. Dans l'année, vous avez 2 grosses traites qui sont la Saint-Valentin, le 14 février, et la fête des mères, d'accord, qui soit le dernier dimanche de mai, soit le premier dimanche de juin. À part ça, tout le reste de l'année, ce qui nous fait tenir, c'est les commandes pour les anniversaires, les invitations à dîner, les plaisirs d'offrir et les naissances. Yaya, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller faire la livraison pour l'abonnement du vendredi? Et il y a aussi les abonnements, des contrats de livraison de fleurs sur une longue durée, comme ces bouquets livrés chaque semaine à une entreprise. Sur ce marché local, les bouquets les plus demandés sont les bouquets de roses, dont raffolent les Ivoiriens. C'est derrière la boutique que la magie opère. En un quart d'heure, ces tiges de fleurs deviennent entre les mains de ce fleuriste un très joli bouquet. Alors, un bouquet comme ça a une valeur de 35 000. Après, si on rajoute une rose, on enlève une rose entre 30 et 40, on bouge avec les prix. Mais un bouquet comme ça, on peut le faire en plus petit pour 15 000 ou pour 10 000. Il sera aussi joli, mais plus petit. Il faut que tout le monde puisse se faire plaisir. Donc, même avec 10 000 francs, on peut avoir un beau bouquet de fleurs. Si cette patronne pratique des prix attractifs, c'est aussi pour faire face à la concurrence du marché informel des fleurs, qui prospère aux abords des routes avec des prix encore plus bas. Retour sur le plateau de Made in Africa. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Yeo Drissa, qui est producteur de fleurs à Azaguié, Ramatou Diko, fleuriste, fondatrice de la boutique en ligne Fleur Attitude, Alexandre Bonafos, directeur général de Orchidée Bonafos. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le titre de ce reportage, c'était « À chacun son bouquet ». Alors, je vais vous demander de nous initier au plaisir des fleurs. Ce serait quoi, vous, votre composition florale idéale? C'est un vaste débat, hein, parce que... On a la fête des mères, voilà, une proposition. Tout ce qui est esthétique, Ouais. les goûts changent, hein, et on ne peut pas répéter tout le temps Ah non, non, je vous demande votre inspiration du moment. Du moment? Ouais. Bah, une orchidée, bien sûr. Alors, à vous, Ramatou Diko, ce serait quoi votre composition florale idéale? Ouais. Moi, ce serait une composition de roses blanches. Rien que des roses blanches. Oui, des roses blanches et de l'eucalyptus. Oh. Alors, les roses blanches, ça a une signification? Oui, c'est l'amour sincère, le respect, ce genre de choses. Donc, c'est très indiqué pour la fête des mères. Monsieur Yeo Drissa, on vous a retrouvé tout à l'heure dans le reportage. Alors, ce serait quoi, vous, votre composition florale? Moi, je composerais en fleurs naturelles. Oui. J'imagine que c'est aussi avec ce que vous produisez à Azaguié. Oui, mais justement, c'est pour ça que je parle de fleurs naturelles. Alors, je reste avec vous, 30 ans de métier quand même à Azaguié. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, ce métier vous passionne? J'imagine la réponse. Mais je suis très heureux d'être toujours dans les fleurs. Ouais. Parce que ça me donne la joie et la santé. Alors aujourd'hui, les fleurs tropicales sont préférées sur les marchés européens. Pourtant, sur place, eh bien, on n'aime pas trop forcément ce qu'on a sur place. Quelqu'un nous disait que c'est parce que c'est proche qu'on les a à proximité. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Bon, moi, je pense que d'abord, il faut que les Ivoiriens, si je veux parler particulièrement en Côte d'Ivoire, oui. Il faut qu'on amène les Ivoiriens à connaître la fleur exotique. Voilà, Alexandre Bonafos, je dis, il est en campagne, voilà, oui, bien pour sûr. la fleur. Il faut que les Ivoiriens connaissent et apprennent à connaître. Parce que les fleurs aussi ont une vertu.
je vous assure que les fleurs exotiques, les Ivoiriens vont les payer à tout moment. Vous avez connu aussi l'âge d'or de l'horticulture dans les années 2000. Alors, comment est-ce que le business se passait à l'époque? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui change par rapport à maintenant? Oui, mais le grand changement est que... C'est les clients. C'est d'abord les clients. La crise a fait qu'il y a un grand changement. Puisque les gens préféraient, comme mon collègue le disait tout à l'heure en causerie, mais les partenaires quittaient l'Europe pour venir en Côte d'Ivoire, eux-mêmes pour venir chercher les fleurs, pour voir est-ce que si je viens en Côte d'Ivoire, je peux trouver des fleurs de la Côte d'Ivoire. Wow. Mais quand les crises ont commencé à se succéder, de crise en crise... Ils ont fallu chercher d'autres marchés. Oui, puisque quand ils font une commande, ils n'arrivent pas à recevoir, puisque tout est fermé, rien ne bouge. Puisque ça doit partir en avion. Donc les gens, ils ont préféré peut-être, même si ce n'est pas bon, mais on préfère aller prendre ailleurs. Oui. Ramatou, est-ce qu'on a vraiment ici la culture des fleurs, concrètement? Non, pas vraiment. Pas autant qu'on devrait. Voilà. Donc j'imagine que vous aussi, dans votre métier, vous avez aussi un rôle de pédagogie, oui, d'explication. Oui, oui, d'où le nom de ma structure, Fleur Attitude. Voilà, parce que l'idée, c'était de inculquer la culture des fleurs aux gens. Voilà, ça commence à entrer dans les mœurs petit à petit, mais on n'est pas encore arrivé à un niveau confortable. Ouais. Quoi. Et comment est-ce que vous communiquez avec vos cibles? C'est par Internet? Est-ce que vous faites des petits ateliers? Comment ça se passe? À travers les réseaux sociaux. J'ai un petit blog comme ça, où on parle où on parle de la symbolique des fleurs, des couleurs, pour essayer d'inciter les gens à offrir des fleurs. Fleur Attitude. Oui. Alors, dites-nous, Alexandre Bonafos, il a parlé des crises politiques, maintenant il y a la Covid. Est-ce que vous pensez qu'on peut revenir au volume d'antan? Je ne sens pas beaucoup d'espoir sur votre visage. Je pense que ça va être un petit peu difficile quand une filière a été cassée, comme laminée. Effectivement. En plus, je rajouterais que, au-delà des crises dont Yeo parlait, il y a un phénomène de mode très important en Europe. Et pour le moment, la fleur exotique, on va dire, n'est plus à la mode. Alors, on a les feuillages qui fonctionnent bien encore. Tout ce qui est dans la composition autour des bouquets, où là, vraiment, il y a un très bon potentiel. Mais pour le moment, c'est un problème de mode. La fleur exotique n'est plus à la mode. Alors, qu'est-ce qui est aujourd'hui tendance? Eh bien, la rose, l'orchidée, des fleurs plus légères, parce que la fleur exotique a un défaut, c'est qu'elle pèse lourd. Et donc, comme toutes ces fleurs voyagent par avion, ça, tout de suite, elles sont chères. Alors, ça fait longtemps que vous avez lancé votre affaire? Oui, ça fait très longtemps. Toujours orchidée depuis le départ? Non, pas toujours orchidée. D'abord, j'ai commencé en faisant des roses, ici en Côte d'Ivoire. Et avant la mondialisation, je peux dire que ça marchait bien. Les roses de Côte d'Ivoire à l'export? Non, au marché local. Oui. Au marché local, parce qu'avant la mondialisation, tant qu'il n'y avait pas de vol panafricain, on avait un marché de niche ici qui était un peu protégé. Oui. Alors, vous produisez aujourd'hui quel type de rose? Quel type de fleurs en général? Bon, maintenant, j'ai fait une mutation vers les orchidées. Hein. Carrément? Oui. Maintenant, je développe les orchidées. Il y a un marché local? En marché local et sous-régional. Oui, sous-régional. Aujourd'hui, quels sont les défis du secteur? Les défis du secteur, c'est des défis d'avoir de l'innovation, de la création, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et comme c'est un petit marché de niche, moi, pour les orchidées, on est loin derrière les pays asiatiques qui sont tellement en avance. Mais j'ai des idées pour ça. Oui. Alors, Yeo Drissa, dites-nous, quels sont les problèmes aujourd'hui auxquels vous faites face? D'abord, ici, en Côte d'Ivoire, il faut que, comme je le dis, il faut que l'État de Côte d'Ivoire arrive à reconnaître la filière. Il faut prendre cette filière en considération. Ça, c'est le premier problème.
Et il faut qu'on essaie de nous faire participer à des salons. Mais d'une véritable politique avant, comme on le faisait en faisant des foires en Afrique du Sud, à Nantes, un peu partout. Ça, on faisait ça. Alors, on a vu que vous exportez des fleurs. Mais sur le marché local, c'est qui en fait vos clients? C'est les fleuristes qu'on trouve parfois au bord des routes? C'est des décorateurs, des décoratrices? Oui, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est les décoratrices, les décorateurs et puis les vendeurs ambulants que vous voyez à Cocody. C'est à des prix vraiment bons. Mais comme vraiment nous aimons notre affaire, là, nous on aime notre passion, c'est une passion, on marche avec ça comme ça. Ramatou dit que vous vendez sur place, on est d'accord. C'est quel type de fleurs que vous vendez le plus? Essentiellement les roses. Essentiellement, presque à 100%. Oui. Ouais. Et bon, les roses, vous n'en faites plus? Si, j'en fais un petit peu, mais la qualité que je fais est nettement inférieure à celle du Kenya. Ouais. Donc elles sont un petit peu dévaluées. Et maintenant, mon débouché économique, c'est dans la grande distribution ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors pourquoi est-ce que vous êtes spécialisé sur la vente en ligne déjà? Déjà pour faciliter la tâche à certaines personnes qui sont parfois dans des bureaux et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer et tout. C'est vrai qu'avant, j'avais une boutique et on faisait énormément de livraisons. Donc avec la Covid qui est arrivée, on a dû fermer boutique. Donc on s'est rabattu uniquement sur les livraisons. Donc après, c'est plus facile pour les utilisateurs de pouvoir commander de là où ils sont et on livre. Après, il y a une certaine clientèle qui aime bien se déplacer en boutique pour pouvoir choisir elle-même les fleurs, voir les compositions avec le fleuriste, ce genre de choses. Mais nous, on a opté pour maintenant uniquement les ventes en ligne. Alors, vous importez vos roses? Oui. Je suppose que vous avez une façon de les conserver? Oui. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous aussi, vous avez je sais pas, un petit entrepôt, une chambre Les froide? roses sont conservées dans une chambre froide. Donc, on en importe et aussi, on se fournit auprès de grossistes locaux, parfois, surtout pour les petites quantités. Voilà, donc les roses sont conservées uniquement dans la chambre froide. Une fois qu'on a une commande, c'est là qu'on pique les fleurs. Et vous importez vos roses d'où? Du Kenya. Ok, bien noté. Eh bien, on l'a vu, les Ivoiriens aiment les fleurs, surtout les roses. La tradition est toute trouvée pour vous emmener au Kenya. Ce pays d'Afrique de l'Est est devenu aujourd'hui incontournable dans la production mondiale de fleurs. Chaque année, près de 200 000 tonnes sont exportées aux 4 coins du monde et la plupart sont des roses. À quelques jours de la fête des mères, nous nous sommes rendus dans l'une des 150 fermes horticoles du pays, Red Lands Roses, et vous allez découvrir comment ces roses de renommée mondiale sont produites sur de grandes exploitations, comment elles sont cueillies puis expédiées. Un business florissant, mais un business qui connaît aussi de nombreux défis, parmi lesquels la chute des exportations, l'année dernière notamment due à la pandémie de Covid-19. Mesdames et messieurs, Kenya, au pays de la rose, en reportage de Thomas Digobadia et Niki Kwame. En banlieue de Nairobi, sous ces immenses serres, c'est le début d'une longue et dure journée. Allez, sortez vos sécateurs, on va être débordé aujourd'hui. On doit couper 5000 roses dans cette serre. Quand vous récoltez les fleurs, vous devez être à la fois rapide, efficace et précis dans votre geste. Nous sommes à 3 jours de la fête des mères. La deuxième fête la plus importante de l'année après la Saint-Valentin pour cette entreprise productrice de roses. Dès ce soir, les dizaines de milliers de roses cueillies seront expédiées aux 4 coins du monde. Demain, ces fleurs doivent être dans l'avion, direction Amsterdam. Et de là-bas, elles partiront pour Paris. Alors dépêchez-vous. Pour ces femmes qui cueillent une dizaine de roses à la minute, il faut avoir l'œil aiguisé. Car la récolte est une affaire de timing. La fleur doit être coupée au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, au risque de faner à peine arrivé chez le client. Pour voir si la rose est prête à être récoltée, vous devez d'abord regarder la couleur des pétales et voir si la fleur n'est pas trop ouverte. Ensuite, il faut s'assurer qu'on voit bien ce petit trou au fond de la fleur. Si vous le voyez, ça veut dire qu'elle peut être coupée.
Une fois les roses coupées, la course contre la montre ne fait en réalité que commencer. Au même moment dans tout le Kenya, plus de 150 fermes horticoles entament leur sprint final à l'approche de la fête des mères. Depuis une trentaine d'années, le pays est devenu un acteur incontournable du commerce international de fleurs et notamment de roses. Cela grâce à des conditions météo idéales pour la culture et à sa localisation à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. Le Kenya est désormais le 3e producteur mondial de fleurs derrière les Pays-Bas et la Colombie. Chaque année, près de 200 000 tonnes de fleurs sont exportées dans 60 pays différents. Ce marché très lucratif a rapporté près d'1,5 milliard de dollars de recettes au Kenya en 2019 et fait vivre directement 200 000 personnes. Mais ce business florissant a connu un coup d'arrêt avec la pandémie de coronavirus. Il est aussi décrié par certains qui le jugent anti-écologique. Pour comprendre, immersion dans l'une des plus grandes fermes de roses du Kenya. Retour dans les serres de Redlands Roses. Une fois cueillies, les roses ont 20 minutes, pas une de plus, pour arriver jusqu'à l'usine de traitement. Assemblées en bouquets, elles sont plongées dans ces énormes bacs remplis d'eau glacée pour éviter qu'elles ne se dégradent. C'est important d'aller le plus vite possible entre la récolte et la chambre froide. Sinon, certaines roses peuvent s'abîmer, d'autres vont commencer à s'ouvrir, ce qui fait qu'elles tiendront moins longtemps dans les vases des clients. Alors pour nous, vraiment, le temps, c'est de l'argent. Les roses sont ensuite stockées à 4 degrés pendant quelques heures avant d'être transportées dans la pièce voisine. Dans ce grand entrepôt, une centaine de femmes se relaient tout au long de la journée. Les roses sont triées, classées par variété et par taille, puis attachées en bouquets. En haute saison, ces ouvrières peuvent traiter jusqu'à 100 000 tiges en une journée. Chaque matin, la responsable des ventes fait le tour pour s'assurer que les roses répondent bien aux critères d'exportation. J'aime beaucoup la couleur de celle-ci, elle est parfaite, très belle rose. Pour certaines des 15 millions de roses produites chaque année, l'aventure s'arrête ici. À la moindre imperfection, la fleur est recalée. Celles-ci ont été endommagées. D'accord, avec ces défauts, on ne peut pas les vendre. Et celles-ci? Des mythes, regardez, on les voit sur les feuilles. Au total, entre 5 et 10% de la production est jetée chaque année. Car sur le marché, une rose abîmée est une rose qui ne se vend pas. À première vue, on dirait que cette fleur est en parfait état. Mais quand on s'approche, on voit bien que les pétales sont endommagés. Ce sont de petits défauts. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas ne les remarquerait même pas. Mais nous, on ne peut pas vendre cette fleur. Dès qu'on voit le moindre problème sur une rose, on doit la jeter. Ici, on fait du haut de gamme. Les exigences sont très élevées. La fleur doit être parfaite. Malgré ces pertes, l'entreprise parvient tout de même à dégager une marge de 7% en moyenne sur chaque rose. Celles-ci sont vendues plus chères aux périodes de l'année où la demande est la plus élevée. Ainsi, c'est lors de la Saint-Valentin, la fête des mères, la journée de la femme et Noël que Redlands Roses gagne le plus d'argent. Ces fêtes lui permettent de réaliser un quart de son chiffre d'affaires annuel. En moyenne, cette rose est vendue 360 francs l'unité à notre grossiste pour les grandes fêtes. Lorsqu'il n'y a pas d'événement particulier, elle est vendue 310 francs l'unité, soit 50 francs de moins, car la demande est moins élevée. Ces roses, de variété Silva Pink, vendues 360 francs l'unité, seront envoyées par l'entreprise dès ce soir en Russie à son client grossiste. Dès le lendemain, celui-ci les vendra à un fleuriste de Moscou qui, à son tour, les commercialisera sur ses étals 3300 francs CFA, soit près de 10 fois plus cher. Après un nouveau passage en chambre froide, direction l'aéroport pour être exporté dans le monde entier.
Ces roses vont être expédiées à un de nos clients au Kazakhstan. Celles-ci vont partir en Russie. Et là-bas, elles partent pour la Suède. Pour 2021, le carnet de commandes de Redlands Roses est bien rempli. Difficile en voyant cette zone de chargement d'imaginer qu'il y a moins d'un an, l'entreprise a perdu gros. En mars 2020, l'épidémie de Covid-19 explose dans le monde entier. Du jour au lendemain, les pays ferment leurs frontières et les avions restent cloués au sol. Pour les quelques 150 fermes horticoles du Kenya, impossible d'exporter pendant plusieurs mois. Sur cette vidéo tournée à l'époque dans l'usine de triage, des milliers de roses sont détruites dans un silence glacial. Un drame pour cette directrice française qui a investi plusieurs milliards de francs CFA dans cette exploitation il y a 20 ans. On s'est retrouvé avec la production qu'on a été obligé de récolter et de détruire. On jetait 40 000 tiges jour. Donc on récoltait les tiges, on déboutonnait et on envoyait tout ça au compost. On avait un tas de compost très très haut. C'était un choc surtout de ne pas savoir combien de temps ça allait durer. Et on avait peur. Il y avait aussi une angoisse très forte. En 3 mois, l'entreprise perd près d'1,5 milliard de francs CFA. Et c'est toute la filière qui se retrouve brutalement à l'arrêt. Les ventes chutent de 80%. Un coup rude porté à l'économie kenyane, car le secteur est la 3e source de devises étrangères du pays. En 2021, la plupart des fermes ont repris leur activité, mais la menace plane toujours. Une menace à laquelle s'ajoutent de nombreuses polémiques ces dernières années. La filière horticole serait, selon certains, anti-écologique. Ce matin, la ferme de Redlands Roses reçoit une visite surprise. Bonjour madame, comment allez-vous? Cet homme et cette femme sont des inspecteurs du Conseil kényan de la fleur, le KFC. Cette organisation regroupe 85% des producteurs et exportateurs de fleurs du Kenya. Toute la journée, ils vont passer l'exploitation au peigne fin. Conditions de travail des employés, consommation en eau ou usage réglementaire de pesticides. Au total, une 50aine de critères socio-environnementaux sont contrôlés. On vient vérifier que les fermes font attention à l'environnement. On vient voir quels sont les pesticides et les engrais utilisés par l'exploitation, s'ils sont bien autorisés au Kenya. On regarde aussi quelles sources d'eau ils utilisent pour irriguer leurs plantations, quels systèmes ils ont mis en place pour éviter de trop consommer d'eau et d'énergie. Depuis quelques années, le Conseil a décidé d'instaurer des normes de production. Objectif, redorer le blason de la filière à l'international. Car celle-ci est régulièrement critiquée, jugée trop énergivore et néfaste pour l'environnement à cause des engrais et pesticides utilisés. Combien de fois par an vous analysez l'eau? 2 fois dans l'année. Vous avez les résultats? Vous allez nous les montrer, n'est-ce pas? Si tous les critères sont remplis, les fermes obtiennent une certification, gage d'une production durable. Une certification reconnue à l'international. La certification est très importante pour nous, car ça nous permet d'avoir un accès au marché. Si le marché demande à ce qu'on respecte de plus en plus l'environnement, nous devons nous y conformer. On doit alors faire en sorte que les producteurs de fleurs respectent les critères environnementaux qu'on a établis. Aujourd'hui, c'est devenu primordial de respecter cette demande venue des consommateurs. En faisant cela, ça nous permet de sécuriser notre marché. Dans cette ferme, on a dû s'adapter. 100% de l'eau utilisée est désormais recyclée et pesticides comme engrais sont en grande partie biologiques. Un moyen de satisfaire des clients de plus en plus demandeurs de roses durables. Des clients qui exigent aussi des roses toujours plus surprenantes. Comme toutes les semaines, la directrice de la ferme se rend dans une serre bien différente des autres.
Une serre aux allures de laboratoire expérimental. C'est ici que sont élaborées de nouvelles variétés de roses. Donc voilà, celle-là, c'est un essai, mais qu'on a marqué en vert. Pour nous, elle a de l'avenir. Elle a des feuilles très brillantes. Au stade de récolte, elle a une association originale, comme ça, orangé et paille. La plante est grande, on voit que les tiges n'ont pas beaucoup d'épines, ce qui est vraiment un avantage important. Les fleuristes n'aiment pas les épines. Cette rose est encore en phase de test. Au total ici, une centaine de nouvelles variétés sont en phase d'expérimentation. Des variétés que vous retrouverez peut-être dans quelques mois ou quelques années chez votre fleuriste. Celle-ci, la tige n'est pas très résistante, c'est dommage. La taille n'est pas optimale. Continuez de la tester, on l'enverra à notre client et on verra ce qu'il nous dira. Si Redlands Roses est si exigeante, c'est parce que ses clients demandent toujours plus de nouveautés. Comme dans la mode, une rose peut très vite être dépassée. Chaque année, l'entreprise doit donc investir plus de 65 millions de francs CFA pour créer de nouvelles variétés. C'est très important, ça permet de répondre à la demande du marché qui veut des produits nouveaux, des produits qui changent un peu de ce qui est fait traditionnellement depuis, je dirais, une cinquantaine d'années en rose fleur coupée et qui se rapprochent plus d'un produit naturel, un peu comme les roses qu'on cueille soi-même dans le jardin ou dans le potager. Des roses à l'allure plus sauvage, des roses plus écologiques. Pour la filière, il faut sans cesse s'adapter aux nouvelles demandes du marché. Un marché qui, cette année encore, reste fortement impacté par la pandémie. De retour sur le plateau de Made in Africa après ce reportage. Alors je vois Yeo Drissa qui s'installe bien dans son siège. Je lui pose donc la première question. Que vous inspire ce reportage? On l'a vu, on dit rapidité, efficacité, précision. C'est vraiment un régime militaire pour la gestion des fleurs. Oui, mais je peux créer waouh. Puisque quand on regarde le Kenya, par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. Mais je vous assure aussi, vous voyez que là-bas, c'est mécanisé. Ça veut dire que l'État, les horticulteurs là-bas ont une subvention de l'État. Pendant le reportage, on vous a vu vibrer en regardant ce reportage. Je me tourne vers vous, Ramatou. Qu'est-ce que ce reportage vous inspire? Moi, je suis très impressionnée par toutes les variétés de roses que j'ai vues. Vous êtes passionnée de roses? Oui. Malheureusement, on ne peut pas en cultiver ici en Côte d'Ivoire à cause de notre climat et tout. Donc, on est obligé de se tourner vers l'importation. Et on a senti votre détresse quand on détruisait quand on détruisait les roses. Alexandre Bonafos, la rose kenyane fait-elle partie des plus belles au monde, d'après vous? Bien sûr, bien sûr. La particularité, c'est la position géographique du pays, au niveau de l'équateur et à 1700 mètres d'altitude. Donc vous avez le Kenya et la Colombie, qui sont les principaux pays producteurs. Oui. Alors vous êtes une grosse consommatrice de roses. Parlez-nous de la rose kenyane. Elle a quoi de particulier? Déjà, les boutons sont plus gros. Alors, les boutons, c'est quoi? Les boutons, je dis, c'est la fleur. Les pétales, d'accord. Là où il y a les pétales. Donc parfois, vous pouvez avoir des boutons de 6 cm à 7 cm et tout. Elle est bien fournie en pétales et on a plusieurs types de couleurs. Parfois, on a des roses bicolores qui viennent. Vous pouvez avoir une rose blanche avec des bordures de pétales rouges. Beaucoup de variétés. Voilà, beaucoup de variétés. On a le choix au Kenya. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Kenya, sur le continent africain, a des concurrents bien placés? Je crois que oui, ça commence avec l'Éthiopie, qui ont un climat similaire. Alors, vous, en tout cas, vous importez et vous vendez des roses produites au Kenya. Oui. Que le Kenya? Parfois, on en importe d'Éthiopie. Oui. Et quand il y avait la crise, on avait quelques roses qui venaient du Liban. Mais comme, en termes de qualité, les roses du Kenya restent les meilleures.
Alors, comment vous procédez? Passez par un distributeur, une forme d'intermédiaire, vous vous adressez directement aux producteurs? Il y a des intermédiaires, il y a plusieurs intermédiaires qui, eux, vont auprès de différentes productions, choisissent les meilleurs et nous contactent. Et parfois, on a des grossistes locaux. Quand on a vu le reportage, le grossiste achetait la fleur à 360 et en magasin, finalement, ça revenait à peu près autour de 3300. Oui, c'est à peu près parce que entre le grossiste et l'arrivée au magasin, il y a tout un circuit. Il y a le transport, les droits de douane ici et tout. Donc après, l'un dans l'autre, ça monte vite, quoi. Et après, il faut dire que c'est pas comme si les marges étaient importantes, quoi, parce qu'il faut tenir compte... Et puis, il y a des intermédiaires. Oui, il y a des intermédiaires et ensuite, il faut tenir compte des invendus aussi. Parce que, comme on l'a vu dans le reportage précédent, il y a des moments, par exemple pour la Saint-Valentin ou la fête des mères, où on peut faire du chiffre, mais après, le reste du temps, le reste de l'année, ça ne bouge pas fort. Et parfois, on a des invendus, surtout là, depuis 2020, avec la Covid, c'est assez compliqué. Alors, est-ce que vous pensez que c'est quand même un ratio qui est élevé? Ah non, je ne pense pas que c'est un ratio qui est élevé, parce qu'en fait, c'est pas x10. Hein. Avec les intermédiaires, c'est entre x3 et x4. Et après, il faut considérer la perte. Donc, vous voyez que si tout va bien, on s'en sort avec une marge de 50% en brut, on est content. On se rend compte, Alexandre Bonafos, que tout est extrêmement millimétré, chronométré dans la gestion ne serait-ce que de la rose. Est-ce que c'est le cas déjà avec la plupart des fleurs? Il y a des fleurs comme les orchidées, qui sont beaucoup plus résistantes, qui peuvent résister 3 semaines, 1 mois, en fleurs coupées. Mais en tout cas c'est un défi, la durée de vie des fleurs. À partir du moment où elle est coupée, elle n'est plus en relation avec son pied nourricier, donc il faut la mettre dans de l'eau. Ouais. Et c'est là où il faut faire assez vite. Bon, on l'a vu également, 15 millions de roses sont jetées pour des petits défauts. 15 millions de roses chez Redland Roses, on l'a vu. Gâchis ou simplement une réalité commerciale? Ah, réalité commerciale. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas... alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des clients plus exigeants que d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas des clients un peu moins exigeants? Non, après, ce n'est pas une question de clients, même en tant que fleuriste passionné. Je ne vois pas un fleuriste digne de ce nom qui viendrait s'amuser à piquer des roses fanées ou des roses qui ne vont même pas faire plus de 5 jours chez le client. Donc, dans l'idée que vous faites, enfin, l'idée du métier dans lequel vous êtes, c'est la perfection qu'on recherche. Une certaine perfection, et puis après, chaque horticulteur va se mettre son propre niveau d'exigence. Je pense que pour le cas de Redland Roses, c'est eux-mêmes qui sont situés en très haute gamme par rapport au Kenya, qui se l'imposent. On a traversé cette période de Covid. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation baissière durable, ou alors qu'on va reprendre, ou alors est-ce qu'il y a une reprise déjà, selon vous? Alors, il n'y a pas vraiment de reprise, mais bon, on reste quand même très optimiste pour la suite, parce qu'on sait que nous, on a un métier, c'est le bonheur, c'est la joie de travailler en plein air, et puis c'est la fête, c'est se faire plaisir, et on espère bien que la vie d'avant va reprendre, et avec le business de la fleur avec. Et comme tous les entrepreneurs, toujours optimistes. Alors, Idrissa, tout à l'heure, on a vu que le Kenya, c'est quand même une autre échelle. C'est une autre échelle de grandeur, mais quand même, il y a une ombre au tableau. Eh bien, c'est que les roses kenyanes sont accusées justement d'être trop gourmandes en eau, néfastes pour l'environnement. Vous achetez des roses kenyanes. Quel est votre regard sur cette accusation portée à la rose kenyane? Est-ce qu'on vous pose des questions, par exemple, sur la traçabilité de la rose? Non, pas du tout. On n'y est pas encore, hein? Non, pas encore. Oui, votre regard, oui? Non, on n'y est pas. Ici, on n'y est pas encore. Maintenant, d'un point de vue écologique, c'est sûr que ces méga fermes géantes
sont forcément polluantes. Ça n'a rien à voir avec nos petites exploitations qui sont en fait plus de la permaculture, de plein air, où on va mettre très peu d'engrais, on va plutôt travailler avec de l'humus. Les roses kenyanes, elles sont gavées de pesticides et d'engrais. Hein, c'est la contrepartie d'une production de type industriel. Exactement, c'est complètement industriel là-bas. On a vu aussi, ils sont accompagnés quand même hein, avec le Conseil kényan de la fleur, qui aussi travaille à délivrer des certifications. Donc l'État prend au sérieux l'économie de la fleur. Ah, ils ont raison, hein. Il faut s'améliorer pour être moins polluant et puis pour que ce business puisse perdurer. Yaudrissa, est-ce que vous pensez que ça aussi c'est un enjeu, réussir à faire entrer la science, la technologie, la recherche pour créer de nouvelles variétés et puis continuer d'éblouir vos clients? Oui, mais déjà, les nouvelles variétés existent déjà. Mais peut-être que c'est la Côte d'Ivoire qui n'a pas les possibilités d'en avoir, sinon au fil du temps, sinon il y a beaucoup de nouvelles variétés et qu'on a envie toujours de créer. Parce que quand, comme on le disait, la mode, aujourd'hui avec le feuillage, on a vu, nous les horticulteurs, on a vu que le feuillage, ce qui marche aujourd'hui. Et l'horticulteur a commencé aussi à s'adapter au fil du temps. Alors, on a bien compris, c'est un secteur qui doit attirer l'attention de l'État. Il faut un accompagnement de l'État. Il faut encourager les producteurs, justement, à aller sur des... et même les aider à aller sur des salons. Il faut aussi, comme vous le disiez, initier les consommateurs à apprendre à découvrir la fleur, les vertus esthétiques peut-être, mais peut-être qu'il y a d'autres vertus. En tout cas, on l'a bien compris, vous êtes dans le business de la fleur, vous y croyez. Madame, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Elephant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. À moi de vous souhaiter une excellente suite de programmes sur RTI1.